invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Marie Delessac est avec nous, gérante allocataire chez Edmond de Rothschild Asset Management. Bonsoir Marie. Bonsoir Grégoire. Étienne Gorgeon à vos côtés, qui est responsable de la gestion obligataire de Sanso Longchamp Asset Management. Bonsoir Étienne. Bonsoir Grégoire. Et Nicolas Brault également avec nous, directeur associé chez Autingre Banque Privée. Bonsoir Nicolas. Grégoire. Merci d'être là, ravi de vous retrouver tous les trois. Commençons peut-être par la saison des entreprises. Comme je le disais, les résultats arrivent, mais peut-être que la saison du M&A démarre aujourd'hui avec cette conversation confirmée entre Bureau Veritas et SGS, le concurrent suisse de Bureau Veritas. Nicolas, vous avez vu à l'occasion du forum Odo qui se tenait la semaine dernière à Lyon, qui permet de voir peut-être plusieurs dizaines, voire quelques centaines d'entreprises réunies. Il y avait plus de 200 entreprises. Plus de 200 entreprises réunies pendant 3 jours sur un même lieu avec des investisseurs et des rendez-vous effectivement entre investisseurs et entreprises. Vous avez pu voir à cette occasion Bureau Veritas. C'est l'occasion d'évoquer effectivement les perspectives d'un groupe comme Bureau Veritas et le bien fondé ou non de cette discussion avec SGS. Donc en effet, j'ai eu l'opportunité de les voir et il est évident qu'à aucun moment le sujet d'un rapprochement avec SGS n'a été évoqué, ni de près ni de loin, ni une question. Néanmoins, quand les groupes se présentent, ils présentent les grands aspects de leur stratégie. Et dans cette journée où on s'est réveillé avec une nouvelle avant l'ouverture des marchés qui est véhiculée par Bloomberg, mais vous l'avez dit tout à l'heure, Pauline l'a dit, c'est très étayé. On voit bien que ces groupes se parlent au niveau des actionnaires et ils se parlent du sujet au niveau des managements. Comme toujours, la chose n'est donc aucune confirmation à ce stade. Donc chacun y va de son analyse ou des conjectures et les avis sont divergents. Pour ma part, j'ai envie de distinguer 2 aspects, mais je vois une probabilité élevée, un sens élevé à ce rapprochement. Et puis après, la question se pose de est-ce que ça sera créateur de valeur et à quel horizon. Sur le premier point, vous avez 2 actionnaires qui sont des investisseurs professionnels, des holdings, GBL d'un côté SGS et Wendel de l'autre, qui, je vais simplifier un peu, voient les trains passer en matière de private equity depuis un moment. Wendel a fait 2 acquisitions dans le private equity l'année dernière et dans la dette privée également l'année dernière, et a une envie et manifeste des mouvements avec la volonté de faire une gestion active de ses participations. Vous avez dans les 2 cas des décotes phénoménales sur l'actif net réévalué, qui est propre à peu près tout le secteur et de toutes les holdings. Et puis vous avez des actionnaires de contrôle. Wendel est en contrôle du board, Laurent Mignon est président du conseil d'administration, et ce depuis des décennies. Il y a eu 3 présidents de Wendel qui se sont succédés, mais c'est un actif qu'il contrôle. Vous avez maintenant des managements nouveaux. Vous avez chez SGS Géraldine Picot, oui, ancienne Dolcim, ancienne Decilor, française, et Hinda Gharbi, la présidente qui est CEO, mais pas au conseil de Wendel, qui est une Australienne d'origine indienne, et qui insuffle indiscutablement, et ça transparaît de toutes les communications, y compris la semaine dernière, elle n'était pas là, mais c'est évidemment des questions qu'on pose. Elle insuffle quelque chose et un style nouveau, une dimension nouvelle et, on va dire clairement, un management fort. Donc il y a une légitimité à jouer un rôle dans une éventuelle fusion. Et avec un groupe, là je vais être plus du côté Bureau Veritas, qui dit clairement que dans ce monde, la taille, ça compte, car la taille égale profitabilité et capacité à investir. D'où des cessions pour se concentrer. Le temps des diversifications est passé. Désormais, le temps est venu d'acquérir une taille critique, se concentrer sur des domaines d'excellence pour aussi investir dans de la croissance. Et investir dans la croissance, ça coûte. Donc, je vois sur le plan de la stratégie de Bureau Veritas, avec 2 groupes, SGS et Bureau Veritas, qui font du M&A
régulièrement. Un complément historique. Juste, oui, j'ai en tête que ce marché de la certification mondiale, tout est certifié autour de nous, hein, donc c'est quand même un business solide. Bureau Veritas et SGS étant les deux leaders mondiaux, mais dans un marché très fragmenté où les parts de marché, pour des leaders, sont quand même très faibles. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui ou pas, Nicolas? En tout cas, ce qu'ils nous disent, c'est ça. Les 4 premiers acteurs ont probablement un peu plus de 20% du marché. Oui. Et ils n'ont cessé de dire, ça n'a pas changé en 30 ans, hein, que le marché est très fragmenté et qu'en effet, en dehors des comptes et de l'audit, qui est l'apanage des Big Four, tout le reste, il faut le certifier, il faut contrôler la qualité des chaussures, au navire, au processus, à la supply chain, à vos émissions de CO2 ou d'autres choses, aux appartements, tout. Donc le monde est vaste, il est morcelé, et peut-être que de part et d'autre, il y a une volonté de changer de braquet en termes d'acquisition. Et il y a du côté des managements, je pense, des actionnaires et de l'histoire, des convergences culturelles qui sont fortes. SGS a été créé en France. Hein. Bon, c'est un groupe suisse. Hein. SGS, c'est un groupe dirigé par créé en France. Géraldine Picot, vous le disiez. D'accord, ça c'est une coïncidence. Mais en tout cas, on parle le même langage, on est capable, on mène des stratégies analogues, et avec des domaines, et ça c'est un des sujets contestés par certains analystes ou investisseurs aujourd'hui, c'est les overlaps. Est-ce qu'il y a des redondances? Alors moi, je me souviens avoir discuté avec un bonhomme de SGS, il y a à peu près 15 ans, de ce sujet-là. Car en fait, ce sujet-là n'a rien de nouveau. C'est le serpent de mer, quoi. Sergio Marchionne, qui a été un des patrons de SGS, mais qu'on a plus connu chez Ferrari, enfin, en tout cas, sa renommée... J'avais pas cette période de l'histoire en tête. Étudier tout ça de la même manière que... Je suis désolé de les faire parler, hein, mais Xavier Fontanet, chez Essilor, a envisagé le rapprochement avec Leonardo Del Vecchio il y a 20 ans, et ça ne s'est pas fait, dans les deux cas, probablement pour des questions d'ego. Est-ce que le moment est venu que les égos passent au second plan? En tout cas, je crois qu'il y a un alignement des actionnaires, une volonté stratégique affirmée. Géraldine Picot, elle est très citée aujourd'hui. Oui, elle a dit il y a quelques mois, elle a dit j'ai besoin de faire du M&A, j'ai besoin de faire du M&A. Hein. Voilà. Ça, elle l'avait déjà dit. Et Hinda Gharbi et ses équipes veulent avancer. Ouais. Juste un mot, parce que, alors, GBL, groupe Bruxelles-Lambert, c'est la famille Frère, qui est actionnaire à plus de 25% de SGS. 19. Et, 19 de SGS, et donc c'est Wendel qui est actionnaire à plus de 25% de Bureau Veritas. Autant pour moi. Et plus en droit de vote. Et plus en droit de vote. Wendel, vous dites, il y a l'idée pour la société d'investissement Wendel d'un pivot vers le non-coté, c'est-à-dire que ces discussions, ces opérations, elles se font aussi sur la base d'un constat que la bourse est plus efficiente pour valoriser un groupe comme Bureau Veritas ou d'autres participations côté de Wendel. Et est-ce qu'il faut y voir d'ailleurs un camouflet peut-être pour le marché côté? Alors, je ne vous rejoins pas là-dessus. D'abord, je ne vais pas parler à leur place. Hein. Je pense qu'ils vont s'exprimer. Non, le pivot vers le private equity résulte d'une volonté stratégique d'avoir deux pieds. D'accord. Hein, deux jambes. D'accord. Voilà. Et en aucun cas d'abandonner le métier d'investisseur sur fonds propres et de jouer un rôle actif dans la détermination de la stratégie de ces groupes-là. Donc, ça va de pair. En revanche, il est établi depuis un moment que le poids de Bureau Veritas est tellement important dans les actifs de Wendel, il y a une volonté de diminuer cette exposition. Elle est d'ailleurs programmée, puisqu'il y a même des obligations convertibles. Donc, si l'opération devait se faire, j'ai l'impression que le 26% du capital deviendrait 11% de l'ensemble. Et ça serait une dilution naturelle, mais pas forcément une diminution de sa valeur. Et ça, c'est le deuxième aspect. Est-ce que ça va être créateur de valeur? Si ça se fait, eh bien alors là, j'ai des réponses moins construites. Parce qu'une fusion, c'est compliqué. Parce qu'il y a des réserves. C'est du people business. Ça prend du temps. C'est des égos. Mais, et ce que disent certains, redondance de clients, donc risque que Intertech leur prenne des parts de marché. J'ai un souvenir d'un SGS qui avait 1 million de clients. Beaucoup de petits contrats. Donc, évidemment, le sujet numéro 1, si ces choses-là devaient se concrétiser, les managements adressaient ce problème-là en premier. Après, il y a des complémentarités géographiques. On est dans un monde compliqué.
Intéressant. On dit la taille ferait un géant. Les deux réunis, c'est 14 milliards de chiffre d'affaires. Oui, c'est pas non plus. C'est pas des titans. Il n'y a pas de quoi réveiller la Commission européenne au nom de positions dominantes. On cherche à actionner des leviers d'autonomie stratégique, de souveraineté, etc. On ne peut pas s'opposer quand même à des rapprochements. Vous avez genre-là. peut-être deux éléments qui peuvent être clés dans la matérialisation de ce rapprochement ou pas. Vous avez, je suis désolé de tomber là-dedans, parce que c'est à toutes les sauces, mais l'arrivée de Trump et le sujet des tarifs identifiés, ce sont deux groupes qui vivent du commerce mondial. Donc forcément, ça donne envie de ne pas rester les bras croisés et de ne pas être des petits garçons à subir la loi américaine. Je suis désolé de ce langage un peu direct. Et deux, vous avez l'intelligence artificielle. Et pour y faire face, la taille est critique pour investir et pouvoir amortir vos dépenses sur un enjeu qui est radicalement nouveau et qui peut impacter évidemment la façon dont on réalise des certifications. Et c'est une opération hyper intéressante à plein d'aspects. Je parle de ça comme si c'était une opération faite. Et puis c'est un groupe français et un groupe suisse. Oui. Ouais. Bon, je ne sais pas, est-ce que ça peut vous inspirer comme commentaire sur la situation des marchés d'actions aujourd'hui, de deux groupes comme ça, effectivement, européens face à le défi Trump, pour dire les choses, Marie. Puis le thème M&A, 2024 n'a pas dû être une énorme ou une grande année en matière d'opérations M&A. Est-ce que 2025, est-ce qu'il y a des arguments pour dire que c'est une thématique d'investissement, en tout cas, qui pourrait profiter à l'investissement sur les marchés ? Alors, nous, c'est une thématique qu'on va regarder plutôt sous l'angle petite et moyenne valeur. Ouais. Et on pense que ça peut être effectivement un des catalystes pour les petites et moyennes valeurs en bourse, et notamment effectivement en Europe, avec des sous-performances importantes depuis quelques années. Alors, bon, les petites et moyennes valeurs, elles vont être aussi un peu plus drivées par l'économie locale, même si elles ne sont pas forcément toutes locales. Mais sur les marchés, on va dire que ce sentiment-là prévaut de temps en temps. Donc effectivement, ça, c'est plutôt un aspect, on va dire, un peu négatif. Parce qu'il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, on est quand même dans un environnement économique en zone euro qui est assez morose. Qu'on ne voit pas se dégrader forcément cette année, mais on ne voit pas non plus une amélioration franche de l'environnement économique en zone euro. Après, il y a quand même plusieurs facteurs, peut-être plus globalement pour les actions européennes et les actions de la zone euro qui peuvent être favorables cette année. Donc c'est quelque chose qu'on conserve, on trouve des opportunités. On n'est surtout pas à côté des actions européennes parce qu'elles ont beaucoup sous-performé. Donc une valorisation qui est... Il y a pas mal d'écarts entre les valeurs européennes dans les valorisations, de même que partout dans le monde, mais on trouve des valorisations quand même intéressantes, et notamment quand on regarde en relatif par rapport aux États-Unis. Elles sont historiquement à des niveaux très faibles, et même quand on les regarde ajuster des expositions sectorielles. Parce que c'est vrai que si vous comparez un indice américain et un indice européen, ne serait-ce que la composition sectorielle explique une grande partie de la différence de valorisation, mais même ajusté de ces expositions sectorielles, on a une décote des valeurs européennes de 30% par rapport aux actions américaines, ce qui est à un niveau historique. Donc ça peut être un facteur positif pour les actions européennes, d'autant plus que en zone euro, on est quand même un peu plus confiant sur la trajectoire de désinflation et donc, en conséquence, un peu plus confiant sur l'évolution de la politique monétaire de la Banque centrale. Et on pense effectivement que la BCE a un peu plus de marge de manœuvre que la Fed pour baisser ses taux. Et qui dit baisse de taux, qui dit un peu plus de potentiel de revalorisation. Pas forcément une hausse des valorisations très forte, mais il y a quand même un lien entre taux et valorisation, et ça, c'est plus favorable aux actions de la zone euro qu'aux actions américaines. Mais quand vous faites l'analyse en profondeur derrière cette décote un peu moyenne de 30%, vous dites, entre les actions européennes et les actions américaines, il y a une partie de cette décote... Alors, une partie peut être justifiée, mais il y a une autre partie de cette décote qui semble pas complètement légitime aujourd'hui. En tout cas, on trouve des opportunités. Il y a des décotes qui ne sont pas forcément légitimes. On va aller chercher dans cet environnement-là. Nous, on va plutôt aller chercher plusieurs types de valeurs. Peut-être des valeurs, ça peut être un peu contre-intuitif, mais plutôt des valeurs exposées à l'international.
parce que c'est là où est la croissance, et même peut-être plutôt des valeurs explosées aux États-Unis, Eh ben oui. parce que C'est ce que là où j'entends est la beaucoup. croissance. On veut investir Et que- dans des boîtes européennes. Voilà. En priorité, celles qui font le plus de business aux États-Unis. Alors, effectivement, on a Mais c'est une très bonne l'environnement Trump et les potentielles taxes, même pas forcément potentielles, parce qu'il y a quand même de fortes chances pour qu'elles arrivent, mais une partie est prise en compte. Et ensuite, quand on regarde les entreprises européennes, elles font 26% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis. Mais sur ces 26%, il y a une grande partie de services. Et il y a aussi une partie où les entreprises ont déjà des sites de production aux États-Unis et donc bien sûr. vendent directement des États-Unis. Oui. Et ça ne sera pas taxé. Ben non. Au final, on a calculé qu'il reste à peu près 6% du chiffre d'affaires soumis à des potentielles taxes. D'accord. Sachant qu'aujourd'hui, on ne sait pas quels secteurs vont être concernés, si ça va être tous les secteurs. On a vu en début d'année un article, c'est le Washington Post, qui disait que les secteurs stratégiques et pour tous les pays pareil. Et là-dedans, je pense qu'il y a deux informations. Ça, les secteurs stratégiques, même si on ne sait pas ce que c'est, mais visiblement, c'est un peu moins que tous les secteurs. Et deux, le fait que tous les pays soient concernés de la même façon, qu'il n'y ait pas de différenciation. Et ben, finalement, ça met tout le monde au même niveau, ça lisse un peu les effets de concurrence. Et donc, ça aussi, finalement, ça peut être pris de façon un peu positive pour les actions européennes. Ouais. Ce sera peut-être fixé assez rapidement voilà. sur la stratégie tarifaire. Il y a eu pas mal de temps. Alors, j'appelle ça des ballons d'essai. Il y a eu l'article du Washington Post. Aujourd'hui, qui nous dit, c'est Bloomberg, ou hier, qui nous disait que ça pourrait être des tarifs, pourquoi pas progressifs, de quelques pourcents rajoutés chaque mois, etc. Enfin bon, il y a plusieurs formules qui circulent, quoi. C'est clair que je pense qu'on aura, on a pas mal d'incertitudes, en tout cas surtout pour ce premier semestre. Pas mal d'incertitudes, ça veut dire de la volatilité. On a déjà commencé à en avoir, mais qui dit volatilité dit aussi des opportunités à trouver sur les marchés. Est-ce qu'il manque une capitulation sur le marché européen, une capitulation de marché, j'entends, pour que effectivement les perspectives ou le chemin de reprise soit plus clair, plus lisible, ou est-ce qu'il faut en passer par là, j'entends? On n'a pas eu de. C'est une mécanique de marché qu'on connaît, mais sur les marchés européens, on ne fait plus rien depuis plus de 6 mois. Hein. Oui. Donc c'est une consolidation à plat et qui dure et qui dure. Ouais. Donc, et les résultats des entreprises qui arrivent, là, tels qu'on les anticipe, vont être quoi? Plutôt favorables à cet argumentaire? Est-ce que ça peut être pénalisant? Est-ce que ça sera neutre? Il y a deux choses. Les résultats du Q4. Nous, on voit potentiellement des surprises positives. En Europe, justement, les attentes ont été vraiment révisées à la baisse. On est à 1% de croissance. On a eu finalement ce quatrième trimestre. On avait eu pas mal de surprises positives sur les indicateurs économiques, en tout cas sur une bonne partie du premier, de ce trimestre. Donc ça va se retrouver probablement dans les résultats des entreprises. Donc ça peut faire quand même des surprises positives sur le quatrième trimestre. Ah ouais. En revanche, on est un peu plus circonspect sur les attentes de 2025, où là, on est à peu près plus 8%. Sur les entreprises européennes, ça nous paraît un peu élevé. Chercher, quoi. Voilà, 2024, on finit proche de zéro sur les résultats. Voilà. Et on n'attend pas forcément une accélération de la croissance en zone euro. Alors évidemment, elles sont exposées à autre chose que la zone euro. Mais voilà, La performance américaine s'est faite de manière un peu plus... Il y a eu du re-rating, des expansions de multiples, mais il y a eu aussi des bénéfices à l'arrivée qui ont contribué à la performance du marché américain en 2024. L'autre grosse nouvelle du jour, je me tourne vers vous, Étienne, ce sont alors ces deux rapports sur l'inflation coup sur coup, britanniques ce matin, américains surtout cet après-midi, qui ont déclenché, alors je ne sais pas comment on appelle ça, un soulagement, un mini rallye obligataire, en tout cas une séance sur les marchés obligataires qui tranche un petit peu avec ce qu'on observe depuis plusieurs semaines maintenant. Oui, c'est vrai que ça fait du bien. On commençait avec des VL, des valeurs liquidatives négatives. Là, ça va aider un peu. Moi, notre sentiment sur ce sujet, c'est que ça serait plutôt un rapport qui sera en trompe-l'œil. On s'attend, nous, à ce que les chiffres continuent d'être un peu plus élevés sur l'inflation dans les prochains mois. Simplement, quand on regarde l'économie... Alors, on se focalise d'abord sur l'économie américaine, mais quand on regarde l'économie américaine, on trouve qu'elle est en grande forme. Mais vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire que le consommateur est dans une forme exceptionnelle et c'est validé par
tous les indicateurs qu'on peut avoir, que ce soit les ventes au détail, que ce soit les indicateurs mensuels, les indicateurs hebdomadaires. Et nous, on a mis beaucoup l'accent sur des indicateurs à haute fréquence, donc des indicateurs quotidiens comme les débits sur les cartes de crédit, les fréquentations des restaurants, les spectacles à Brooklyn, etc. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un animal spirit. Là, le consommateur américain, il est dehors, il s'amuse, il dépense de l'argent et on ne voit pas de faiblesse. Ce qui veut dire que si on regarde sur toutes ces données, la façon dont elles sont encapsulées dans une prévision de PIB qui est de l'ordre de 2,7 en regardant le fameux GDP Now, ça nous paraît pas totalement impossible. Et donc, dans cette configuration, on ne serait pas surpris, nous, que les chiffres macro contribuent à ce que l'inflation au minima se tienne, voire même remonte. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que ça, c'est quand même assez important. Ça a été amplifié par le 9e ou 8e, je ne me rappelle jamais, pivot de la Réserve fédérale. Vous les comptez Avec cet effet. Mais c'est important de le dire, parce qu'il y a effectivement un paquet de pivots, et à chaque fois, ça a été plutôt des ratés. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'interrogent si celui-ci est un raté ou pas. Une chose est sûre... Donc pour vous, le pivot, c'était les 50 points de base de septembre, c'est ça? Enfin, le dernier? Oui, c'est les 100. Ça. Pour moi, le pivot... Il y a des pivots et des contre-pivots. Après, on réajuste. Quand on a trop pivoté d'un côté, on essaye de repivoter un peu aussi dans l'autre sens. Mais c'est vrai que la différence de celui-là par rapport aux autres, c'est qu'ils ont baissé les taux. Ah oui, là, ils l'ont fait. Oui. Du coup, il y a la sanction du marché qui est quand même assez sévère. C'est 100 points de baisse de taux, 100 points de hausse de baisse de taux des taux longs. Hausse des taux longs, oui. De hausse des taux longs, ce qui est assez unique. Ça s'est vu une fois, je crois, dans l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. On partait peut-être d'un peu bas sur les taux longs en septembre dernier. Il y avait un rééquilibrage, mais c'est vrai aussi qu'on est dans un environnement où la croissance est forte. Pour l'instant, les anticipations d'inflation se tiennent, mais elles sont quand même tout en haut. Il y a quand même une question, on est vraiment en haut des ranges, de tous les ranges. Quand on regarde les attentes, toutes les études fournies par les différentes réserves fédérales locales, on est partout tout en haut. Donc, 3, c'est le nouveau 2%. Voilà, le 3, c'est probablement le nouveau 2%. Donc ça, c'est un sujet. Donc nous, on ne serait pas surpris que les taux continuent de remonter. Il y aura quand même un seuil de rappel, oui. Parce que les taux réels sont trop élevés et qu'à un moment, ça va faire mal au niveau de la croissance. Même si, on le sait désormais bien, enfin que tout le monde l'a compris, c'est que la sensibilité de l'économie américaine au taux est beaucoup plus faible. C'est-à-dire que quand j'entends, par exemple, des spécialistes qui parlent des taux de mortgage, le taux de mortgage, oui, il est élevé. C'est quoi, 7%? Ouais, c'est clair. Personne emprunte. Voilà, sauf que tout le monde, ça veut rien dire. les 10-15 dernières années, tout le monde a emprunté à des taux plus bas. La stratégie obligataire, c'est quoi l'intérêt des marchés obligataires en 2025? Après 2 années, je parle de l'obligataire souverain notamment, parce que le crédit, la dette d'entreprise a connu 2 années exceptionnelles, 23 et 24, mais sur l'obligataire souverain, 2 années qui ont été compliquées, où en fait, il fallait à chaque fois vendre les rebonds du marché obligataire. Est-ce que la logique change en 2025? Est-ce qu'à un moment, on va se mettre à acheter les creux de marché, là? 410, 475, 480, on a vu 490 sur le 10 ans britannique, etc., etc. On n'est pas loin des seuils de 5% qu'on a touchés assez brièvement, d'ailleurs, au cours du cycle précédent, enfin du cycle actuel. Est-ce que là, c'est des vrais points d'entrée? Moi, mon intuition, c'est que c'est déjà des bons points d'entrée pour ceux qui peuvent tenir la vol. Mais on est encore dans cette phase où les chiffres macro devraient générer un peu de perturbation sur les marchés. Encore une fois, si notre intuition se vérifie, trop de croissance vont perturber les marchés. Et puis, cet effet pivot auquel j'ai fait référence. Et puis, simplement, il y a un effet saisonnalité très fort sur l'inflation, notamment aux États-Unis. Le premier semestre est toujours plus fort que le second, notamment dans les premiers mois, simplement parce que beaucoup de contrats se font de manière calendaire. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc oui, on pense que c'est déjà un bon moment de rentrer, surtout si vous n'avez pas de sujet de volatilité dans les fonds que vous gérez. Mais je pense qu'on a probablement, si je regarde les taux américains, on aura probablement une chance de voir les 5 avant de voir beaucoup plus bas. Ok. Mais si vous voulez, quand je vois le positionnement des investisseurs où l'obligataire est vraiment tout en bas, de leurs préoccupations et de leur intérêt, de leur positionnement, quand je vois des rendements qui ont substantiellement corrigé à la hausse, c'est évident qu'on ne peut pas s'éloigner, il va falloir y aller. Ouais. Un mot des entreprises à travers le crédit, Étienne, parce que le crédit a connu des performances spectaculaires, il faut le dire, en 23 et en 24. Du point de vue crédit, comment vous regardez la santé des entreprises là aujourd'hui? C'est un point intéressant, puisque l'Europe est toujours un point de vigilance, de focalisation. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment eu la première moitié de l'année dernière, c'était pénible. C'est-à-dire les boîtes qu'on regarde, nous, c'est des boîtes de taille intermédiaire qui sont très sensibles au pouls de l'économie.
l'économie. Et donc c'était pénible, on avait toujours peur de la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle était méchamment sanctionnée par le marché obligataire. Ce qu'on voit depuis un trimestre ou deux, et c'est cette phrase de notre responsable de la recherche chez nous qui dit c'est de la résilience dans la médiocrité. C'est-à-dire que maintenant, les résultats nous font plus peur. Et donc, le coupon est bon, et donc la prime de risque est bonne. Oui. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore à se dire, tiens, les fondamentaux des boîtes s'améliorent fortement. C'est-à-dire qu'ils ne se dégradent plus et s'améliorent vraiment à la toute marge. Ouais. C'est variation autour du thème de la médiocrité en Europe. Mais enfin, on connaît cette histoire de médiocrité, mais c'est une médiocrité persistante. On peut le voir aussi de ce côté-là. Et c'est vrai que l'obligataire, la médiocrité, ça ne le gêne pas trop chaud, pas trop froid, c'est parfait. Boucle d'or, plus chaud, peut-être. Boucle d'or. Bon, sur cette médiocrité européenne, quand disent les entreprises... Vous voulez rebondir? Non, mais quand disent les entreprises, je reviens, vous avez vu je sais pas combien de boîtes la semaine dernière, c'est toujours des moments importants pour des gérants fondamentaux, Nicolas, j'imagine. Au-delà du Bureau Veritas, avec quelles idées vous êtes revenus? D'abord de rebondir sur ce que disait Étienne, qui était très intéressant. Après, il y a dans le monde des actions, puisque c'est là où vous voulez m'entraîner, non? Ah bah oui. On est pareil, hein, résilience dans la médiocrité. Ouais, c'est ça. Alors, évidemment, ce qui différencie l'actionnaire, c'est qu'il vit à tort, parfois, d'espoir. D'espoir de rupture, de changement, de sursaut, de croissance. De croissance pérenne. Bon, alors ça, non. Bon, en attendant, tout le monde est déprimé. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'une tonalité qui ressort, en effet, de ces entretiens qu'on a été très nombreux à suivre la semaine dernière? Ben, la bonne surprise, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise nouvelle. En soi, c'est une surprise. On attend toujours pire. Il y a des situations, situations sectorielles ou d'entreprises qui sont complexes, mais très identifiées. Donc c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. C'est très... Voilà, on a dérisqué, mais pas de visibilité, parce que pas de débouchés sectoriels, pas d'accélération des volumes. Vous avez des situations, je trouve... En fait, les trimestres précédents, là on attaque une saison de publication de résultats, et les trimestres précédents, il y avait un peu un thème dominant, avec la hausse des taux, les BFR, les stocks, puis le poids de l'endettement, puis le Forex. Avant, vous vous souvenez, c'était pricing power, la supply chain. Oui, supply chain, l'offre, etc. Il y a le pricing power, mais ce qui a changé dans le pricing power, c'est que maintenant, les entreprises sont plus nombreuses à arrêter de nous dire que quand elles montent leur prix, c'est grâce à un pricing power. C'est parfois juste le reflet de leurs sous-jacents qui ont monté. Transmission des prix, quoi. Voilà. Donc vous allez avoir là des effets induits où si, comme l'inflation baisse en Europe, et là on est plutôt à 2%, sauf si Étienne n'est pas d'accord, et donc vous allez avoir une moindre capacité à dire à vos clients j'augmente mes prix. Oui. Donc en fait on va avoir une croissance publiée et parfois dite organique qui va être en retrait, mais qui ne sera pas forcément un mauvais signe. Hein. Non. Pas forcément un mauvais signe. Donc voilà, donc il y a des thématiques qui sont plus compagnie spécifiques, propres à chaque entreprise, plutôt que transversales. Est-ce que ce moindre pouvoir de fixation des prix ou cette moindre capacité à transmettre une inflation qui est en train de s'éteindre en Europe, est-ce que ça se retrouve, est-ce que ça se compense par des volumes qui remonteraient, par exemple? Alors, ça c'est l'espoir. Ah, c'est un espoir. Il n'y a pas d'évidence de cette mécanique-là dans ce sens-là. Non, sinon le marché ne serait pas où il serait. Où il est, pardon. Non, pas encore. En revanche, il y a en effet quelques cas, quelques situations qu'on entend aussi dans le monde réel, mais qu'on traite comme des anecdotes, de commentaires plus positifs sur la consommation française. Oui. Il faut le dire, puisqu'en France, tout est censé aller extraordinairement mal, mais dans un certain nombre de cas, la vie continue et sans qualifier de terme politique, cette chose politique, il y a un moment donné où la vie reprend ses droits. On en parlait entre nous avant l'émission, mais je citais aussi plus que des anecdotes, des publications d'entreprises. Tesco a publié, Marks & Spencer a publié, britannique, mais Aldi, Lidl, Michel-Édouard Leclerc, qui est quand même aux avant-postes médiatiques sur ce genre de sujet, tous se sont exprimés sur la période de consommation de fin d'année. C'est des Noëls extraordinaires pour ces groupes-là. Donc, au-delà des anecdotes, il y a quand même une réalité pour des entreprises, visiblement. Il y aurait d'autres choses à rajouter, mais pour faire court, peut-être un dernier point qui me frappe.
puisque Trump est partout, que tout s'explique par Trump et Musk, on voit son nom partout dans l'économie, la politique, leurs deux ombres. Quand on voit et qu'on interroge depuis des trimestres les dirigeants, le sujet de la hausse des tarifs est traité avec sérieux, mais il ne me semble pas qu'il soit de nature bouleversante. Pas disruptif. Non. Voilà. Ah ouais, j'entends. On s'adaptera. Ouais, Et c'est le charme de l'entreprise. Oui. Puis bon, les devises ont déjà commencé, j'imagine, à intégrer en partie au moins la possibilité de tarifs. On l'a vu sur le yuan, l'euro, enfin plein de grandes devises. Sur le marché américain, là, comment vous regardez les choses chez Edmond de Rothschild AM, Marie? C'est un peu force et fragilité du marché américain. Est-ce que la balance évolue et comment on se positionne sur ce marché-là? Parce que j'imagine qu'il faut bien être positionné quand même sur le marché américain. Pour rebondir aussi sur ce qu'Étienne disait, je crois que le plus gros risque pour le marché américain, c'est une croissance trop forte. La croissance économique est solide. Maintenant, elle doit se modérer un petit peu. Elle était solide en 2024, mais légèrement inférieure à 2023. Et donc, cette tendance devrait se prolonger. En revanche, effectivement, si la croissance économique est trop forte, les conséquences avec une inflation qui ne baisse plus, c'est des taux plus hauts. Et qui dit des taux plus hauts, revient au sujet des valorisations. Mais en fait, aux États-Unis, il est quand même important. Et donc, plus de croissance, ce qu'on gagnerait peut-être en termes de bénéfices d'entreprise, ce ne serait pas suffisant par rapport à ce que ça impliquerait sur la valorisation et la réévaluation de la valorisation sur les marchés. Il faudra faire de la différenciation, évidemment. Peut-être qu'effectivement, des croissances plus fortes, ou en tout cas, une croissance peut-être plus homogène. Plus diffuse, parce qu'aujourd'hui, elle est quand même très concentrée sur les grandes valeurs technologiques et sur les services, et moins sur ce qui est industriel et manufacturier. Donc, si cette croissance plus forte veut dire croissance plus homogène, à ce moment-là, ça peut être effectivement positif. En tout cas, pour le reste du marché, avec des performances peut-être moins concentrées. Maintenant, on peut avoir une croissance qui se modère avec cet effet de diffusion, et là, ça serait un peu le scénario idéal. Ah ouais. Le truc qui se tiédirait un petit peu, quoi, c'est ça. Mais qui se tiédirait par le haut. Ouais. Je veux dire, par le côté grosse. C'est le bas qui se réchauffe, quoi. Oui, c'est ça. Le bas de la marmite qui se réchauffe. Ouais, j'entends. C'est un peu ce qui est attendu sur les résultats des entreprises pour 2025. Si on met de côté les Max 7, il y a quand même dans cette partie-là du marché qui n'a pas fait grand-chose, il y a quand même une dynamique bénéficiaire qui est là et qui doit à un moment se retrouver. Et là, il y a de l'amélioration à trouver. Et c'est ce qui est attendu pour 2025 avec des croissances sur ces grandes entreprises. Si on prend les 7 magnifiques, elles ont eu des parcours très divers en termes de résultats, mais en agrégeant, ce qu'on n'aime pas trop faire non plus, mais en agrégeant, ça fait plus de 40% de croissance de résultats en 2024. On n'aura probablement pas ça en 2025, on aura moins, mais on aura plus sur le reste du marché. Et là, l'idée, c'est d'avoir effectivement ce qu'on appelle le broadening, terme anglophone, l'élargissement, la diffusion. Des performances. Et là, il y a des choses à trouver aux États-Unis, effectivement. Bon, il nous reste quelques minutes. Gardez la parole, Marie. Sur quoi est-ce que vous êtes plus positif pour 2025 qu'en 2024? Sur quoi est-ce que vous êtes un peu moins négatif? Dans les grandes classes d'actifs, j'entends, chez Edmond de Rothschild AM, là. Sur nos constructions de portefeuille, en fait, on est plus positif. Sur la partie obligataire, je veux dire, on va aller préférer plutôt les obligations d'entreprise en Europe. Parce qu'effectivement, on n'a pas besoin d'avoir une croissance forte pour que les entreprises puissent rembourser leurs dettes. Et donc là, on va trouver du rendement. Voilà. En revanche, peut-être sur les États-Unis, c'est quelque chose qui doit rester quand même cœur de portefeuille. On ne peut pas faire l'impasse, même si effectivement on voit... Si les États-Unis ne sont pas cœur de portefeuille, qu'est-ce qui est cœur de portefeuille? Non, mais effectivement, mais on trouve des opportunités en Europe, il y a de la valorisation intéressante. Là, on espère quand même qu'il y aura plus de choses à faire qu'en 2024. Et puis surtout, ce qu'on disait, c'est qu'on attend un marché beaucoup moins polarisé, quoi. C'est ça. On a eu 2 ans vraiment avec des fortes concentrations en termes de secteur, en termes de valeurs, et puis l'année dernière en termes de géographie.
tous sur les États-Unis ou quasiment, et même au sein des pays européens, la France n'a rien fait, l'Allemagne a très bien performé, mais avec des concentrations aussi de performances très importantes. Et donc c'est vraiment là qu'on voit de la valeur pour cette année et qu'on veut trouver les opportunités. Oui, on parle beaucoup de la concentration sur les indices américains, mais prenez tous les indices européens, vous prenez les 5 plus fortes valeurs ou les 10, je veux dire, ça représente des 30-40% de l'indice parfois sur nos indices également en Europe. Sur la stratégie obligataire de 2025, Étienne, sur le crédit, encore une fois, 23-24, on a vu en 24 des indices crédits, alors dans du high yield, dans des subordonnées financières, etc., faire des performances à 2 chiffres mieux que des indices actions avec moins de volatilité. C'était imbattable. C'était assez beau, ouais. Bah ouais. Est-ce qu'on peut faire la passe de 3, quoi? Non, je pense pas sur le crédit qu'on pourra, parce qu'il n'y a plus assez de primes de risque, sauf si le marché devait souffler fortement. Il n'y a plus assez de primes de risque. Non, je pense que ce qui est intéressant, c'est le rendement absolu, donc c'est la composante taux plus la composante spread qui fait que le tout reste extrêmement attractif. On peut construire des portefeuilles, juste pour vous donner une idée, sur du crédit de manière raisonnablement risquée. On arrive encore à faire du 4,5, presque 5. Okay. Sur des maturités de 2 ans, on peut aller plus loin si on veut, mais sans prendre par rapport à du monétaire qui va être à 2,4% au 1er février en France, livret A. Absolument, donc ça reste une bonne idée. Moi, il y a une intuition que j'aimerais vous laisser, puisque j'ai la chance de vous voir assez régulièrement, et puisque tout le monde a parlé sur Trump. Il faut que je note et que je m'en souvienne alors, Étienne. Mais c'est sur les marchés obligataires, mais c'est plutôt sur la version devise. Il y a 2 ou 3 facteurs qui m'ont intéressé sur ce qui s'est passé récemment du côté de Trump. C'est que rien ne se réconcilie. Sa thématique de campagne, c'est je veux pas d'inflation, je veux des barrières tarifaires plus élevées, je veux moins d'immigration et je veux de la croissance, ça marche pas. Et des taux qui baissent. Et des taux qui baissent. Donc, tout ça, ça marche pas. Donc je me suis dit, ok, on va essayer de comprendre ce qu'on sait. Ce qu'on sait, c'est qu'il aime le S&P. Enfin, c'est quand même un des rares présidents qui tweetait à chaque fois qu'on tapait des plus hauts pendant la période 2017-2019. Donc il aime le S&P, il aime la croissance et il aime pas l'inflation. Ok. L'autre, donc ça c'est un premier facteur, on sait ça. Je pense qu'on sincèrement n'a aucune idée sur les tarifs, enfin, ça va être compliqué, mais on sait au moins ça. Ce qu'on sait également, c'est qu'il veut aller vite, et c'est probablement ce qui a mis ce qui a aiguillé attisé mon intérêt sur la situation, c'est qu'il veut aller très vite, et il veut aller très vite parce qu'il a une faiblesse au Congrès, c'est le Sénat. Oui. Le Sénat, il est sous l'emprise de ce qu'on appelle le blocage filibuster, la capacité à bloquer le fonctionnement législatif. Okay. Et donc il peut passer, il a un trou de souris où il peut passer tout ce qu'il veut passer de manière ambitieuse, même si ça va être un petit peu challengé constitutionnellement, sauf qu'il a la Constitution avec lui grâce à la Chambre. Donc ça devrait passer, mais il va passer donc le budget. Dans le budget, il va mettre probablement l'immigration et les tarifs. Donc il veut aller très vite parce qu'il a un risque sur les mid-terms. À côté de ça, il veut de la croissance, il veut pas trop d'inflation. Le seul endroit où ça se réconcilie, de mon point de vue, c'est la baisse du dollar. C'est-à-dire qu'il va taper, enfin, il va essayer de trouver des deals. Je ne pense pas qu'il y aura que des deals sur le tarif. Il va essayer de trouver des deals sur dollar. Je ne serais pas sûr. Rééquilibrage des devises. Voilà. Si vous regardez la force du dollar en parité du pouvoir d'achat, elle est stratosphérique. On est en 81. On voit des papiers qui fleurissent sur le thème accord de Plaza 2, etc. Enfin voilà. Ça se voit. Les autres devises sont pas assez chères et le dollar est trop fort. C'est une thématique que je trouve pas montée encore assez fortement, mais c'est voilà l'intuition. Ben, on verra, effectivement. On est au début de l'année et c'est le moment où on laisse libre cours à nos intuitions. Je ne sais pas, sur 2025, l'investissement action, qu'est-ce qui va façonner la dynamique et l'investissement action, là, pour vous, chez Oting Banque Privée, Nicolas? Alors, il y a plusieurs façons de répondre. La première, les choses n'ont pas tellement changé en changeant d'année. Non. Et c'est un défi. Parce qu'on se nourrit de changements, de nouveaux thèmes, ou de validation, d'anticipation qu'on a faite et qui, dans le cas de certaines zones, notamment l'Europe, tardent à se matérialiser. Deux, il y a l'espoir, mais l'espoir demande des faits. Ne fait pas une stratégie, que le segment des valeurs petites et moyennes, dont vous avez parlé tout à l'heure aux États-Unis, il y a en effet des signes d'élargissement de la base de génération de résultats aux États-Unis. C'est absent aujourd'hui, Mais il y a des
dispositions qui pourraient laisser entendre, il y a la macro, et cette capacité des entreprises à ne pas être déstabilisées, à activer le sujet du M&A, soit en se concentrant, soit en se délestant d'actifs. Parce que c'est ce qu'on entend aussi. Je veux me concentrer sur mes domaines. Puisque ça va mal, je vais me concentrer là où je suis fort ou réduire mes zones de risque. C'est l'heure des revues stratégiques, quoi. Donc, c'est un sujet qui nous anime et qui m'anime en particulier. Et puis après, il y a le sujet dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Mais alors là, on est dans la caricature absolue, c'est la Chine. On n'espère plus rien. Mais dans le cas de l'Europe, le sujet chinois est fondamental. Un cas majeur. Passer du temps à comprendre la Chine, bon, on la comprend jamais, mais passer du temps à essayer de comprendre ce qui s'y passe et ce qui peut constituer un point d'inflexion, ça aura une importance dominante dans le cas de l'Europe. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir pour cet éclairage sur les perspectives 2025. Nicolas Brault, Autingre Banque Privée, Marie de Lessac, Edmond Rothschild Asset Management et Étienne Gorgeon, Sanso Longchamp Asset Management.